Finalement, on vit son métier de start-upper ou autre d'ailleurs, quand on travaille dans le web, et puis finalement, est-ce qu'on s'occupe bien de soi? Donc l'hygiène de vie et le web, c'est Erwan Menteour, qui, vous le connaissez sans doute de nom, mais qu'on est ravi d'accueillir ici en Bretagne. Bonjour. Évidemment, ancien athlète champion cycliste, auteur évidemment aussi, écrivain, et puis start-upper également. On va te donner un micro pour que tu puisses... Et chanteur? Jadis. Chanteur. Je m'assois tout de suite. Comme tu veux. Moi, je vais te laisser la parole sur l'hygiène de vie et du web. On va te donner le petit clicker qui est pas loin. Tu te mets où tu veux, assis, debout, au pupitre, comme tu veux. Comme sur un vélo. Bonjour déjà. Je vais commencer par vous parler. Je vais commencer par vous parler de l'état des lieux en ce moment de notre alimentation. Notre alimentation a pu changer en 70 ans qu'en 5 millions d'années. Et aujourd'hui, on est complètement parasité par l'alimentation en fait. Vous croyez que vous mangez bien, mais vous ne mangez pas bien parce que 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. C'est des agents de texture, des colorants. On sait que ce sont des gros parasiteurs endocriniens, que ce sont des choses qui s'accumulent dans le corps. C'est un peu emmerdant de ne pas l'avoir. Je suis désolé de me tenir comme ça. Donc en fait, le grand sujet, c'est que comme notre alimentation a changé plus en 70 ans qu'en 5 millions d'années, on est confronté à l'explosion des maladies inflammatoires depuis l'après-guerre. Notre espérance de vie, elle explose parce que la technologie explose. Aujourd'hui, il y a des gens comme Monsieur Alexandre, celui qui a fondé Doctissimo, qui vous dit qu'il y a des immortels peut-être dans cette pièce, parce que la technologie a tellement progressé, on a découvert le génome humain, on est en train de progresser. On dit que la technologie va permettre d'augmenter, d'exploser l'espérance de vie, sauf ce qu'on ne nous dit pas, c'est que depuis 2006, notre espérance de vie est en train de chuter dramatiquement. Le deuxième grand sujet en dehors de l'espérance de vie, c'est que notre système de santé va exploser, on le sait. Dans les 50 ou 60 ans, on ne pourra plus être remboursé au niveau de notre sécurité sociale, donc les gens vont être malades très longtemps. Ils vont être malades très longtemps et ils vont vivre longtemps. Et la seule chose qu'on peut mettre en place aujourd'hui, je suis navré parce que je n'ai pas mon support. La seule chose qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour... Attends, merde. Ah oui, excusez-moi. Je suis navré, je suis vraiment emmerdé là. Ouais. Donc, je vais le faire sans ça en fait. Votre espérance de vie explose, mais pas en bonne santé. Vous allez devoir vous payer votre système de santé, on va être dans un système de santé trivial qui va s'adresser à qui? Les gens qui ont de l'argent vont pouvoir se soigner. Les autres ne vont pas pouvoir. Il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup aujourd'hui, c'est la prévention. On sait que ce sont les pauvres qui sont les plus touchés par les maladies inflammatoires, qui explosent depuis 70 ans. Donc c'est le cancer, l'obésité, le diabète, les maladies auto-immunes. Et on corrèle ça avec l'industrialisation de notre société. C'est-à-dire que directement, depuis le rapport Campbell en 2006, on est conscient que c'est l'alimentation qui nous rend malades. La prévention. Moi, j'ai mis en place un système qui s'appelle fitnex.com. C'est un site de coaching alimentaire et sportif qui commence avec 3 grandes entrées. Une entrée perte de poids, une entrée remise en forme, qui englobe l'arrêt du tabac, l'anticholestérol, etc. et le gain de masse musculaire. On commence par répondre à un questionnaire d'une centaine de questions qui nous permet d'établir un bilan psychocorporel de la personne, connaître son environnement, ses habitudes alimentaires, le temps dont il dispose, mais aussi le morphotype. Vous savez que sur tout le marché de la minceur, sur tout le marché du bien-être, tous les programmes que vous pouvez rencontrer en digital, c'est des programmes génériques. C'est la même chose pour tout le monde. Or, on est tous différents. Le but de Fitnex, c'était évidemment de faire du sur-mesure. Le sur-mesure, il passe justement par ce bilan psychocorporel. Par exemple, vous avez le morphotype. Il y a des gens, on a tous dans notre environnement quelqu'un qui est maigre et qui grossit jamais, et un autre, quelqu'un qui regarde un frigo et qui grossit. Voilà, là vous avez deux morphotypes, l'ectomorphe, le mésomorphe. Nous, on va diagnostiquer ça. On va aussi savoir si la personne, grâce à un
un questionnaire naturopathique, on va savoir s'il y a des dysfonctions hépatiques, des dysfonctions intestinales. On va savoir si la personne a un problème postural. Et ensuite, on va générer des protocoles alimentaires et sportifs qui vont corriger ces déséquilibres. Par exemple, au niveau alimentaire, on va lui générer des protocoles qui vont avoir des aliments qui vont avoir des propriétés qui vont corriger ces déséquilibres. L'entraînement qu'on va lui faire va le rééquilibrer d'un point de vue postural. Voilà, c'est une base de 300 vidéos qu'on peut avoir sur tous les objets qu'on connaît. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un nouvel outil qui va sortir en septembre. On s'est rendu compte, parce que nous, notre force, c'est aussi notre faiblesse. On fait du sur-mesure, mais le sur-mesure, il a un prix. C'est qu'on est obligé de demander aux gens de nous faire du déclaratif, de nous faire un retour toutes les semaines, afin de s'adapter à eux. Ça, c'est ce qui emmerde les gens prodigieusement au bout d'un moment, c'est-à-dire les gens très motivés qui ont vraiment envie de perdre du poids, ils vont avoir un énorme résultat. Puis une fois qu'ils ont le résultat, ils disparaissent dans la nature parce qu'ils n'ont pas envie de rester avec un coach tout le temps. Nous, ce qu'on est en train de mettre en place via le data mining, le machine learning et les objets de self-tracking, c'est de réduire le champ du déclaratif et d'intégrer tous ces outils de self-tracking parce que c'est un marché énorme. Savoir, vous avez les montres connectées qui vont nous permettre de traquer votre activité, votre sommeil, le temps dont vous disposez. Après. Voilà, c'est la V2 qui sort. Putain, je suis vraiment perdu avec mon... je suis navré. Hein. L'application qui va sortir. Le comité scientifique avec qui je suis navré, je suis à l'ouest total. Non, navré. Le comité scientifique duquel je me suis entouré, parce quand on a créé le site, il a fallu faire l'algorithme, le créer, faire des cahiers de spécifications. Je me suis entouré de scientifiques, évidemment, que vous pouvez voir là. Je vais peut-être vous raconter un peu mon histoire pour comment ça s'est fait, parce que je pense que c'est ce qui concerne les gens aussi qui viennent là. Moi, quand je suis arrivé... Quand j'ai commencé, je suis arrivé avec l'idée de faire FitNext. Comment ? Moi, je suis un ancien coureur cycliste professionnel et j'étais fasciné par l'intelligence qui était déployée autour de l'athlète dans un souci de performance. Et plus tard, j'ai été confronté à des gros problèmes de santé, et ma femme aussi. Et là, j'ai été confronté à l'allopathie, à la médecine traditionnelle, où on soignait une pathologie, on ne soignait pas une personne. Et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait des outils de prévention. Donc, je me suis demandé comment je pouvais adapter l'intelligence qui était déployée autour de l'athlète dans un souci de performance pour en faire un outil de santé durable. J'avais un copain qui s'appelle Guillaume Butrier qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Et j'ai levé Friends and Family, 300 000 € pour créer le site. J'ai été voir les agences à Paris pour pouvoir faire ce site. Ça me coûtait très très cher, donc j'ai été obligé d'outsourcer. Et je l'ai fait en Chine. Comment ? Ouais, je raconte mon histoire, je laisse le... Bon, ok, bah, je vais m'asseoir alors. J'ai pris un petit coup de chaud, hein, je suis navré. Donc, c'est un enfer, je suis navré. Non, mais c'est parce que j'ai été un peu perdu quand je... Non, c'est bien moins difficile. Donc, ouais, j'aurais pu aussi. Hein. Donc, pour terminer l'histoire sur FitNext, je me suis retrouvé à vouloir monter un site en n'ayant pas d'argent. J'ai levé Friends and Family 300 000 €. Et comme j'ai dépensé tout l'argent dans le produit, après, j'avais plus une thune pour faire du marketing. Donc, alors, je sais que dans le milieu du digital, tout le monde ne jure que par l'AdWords et tout ça. Moi, je ne pouvais pas du tout me le permettre, puisque j'avais tout mis dans le produit. Je n'avais pas encore de chiffre d'affaires, même si le site était en ligne. Il a fallu driver de l'audience sur le site. C'était un point clé pour moi. Donc, j'ai écrit un livre, j'avais anticipé, mais le livre n'a pas marché tout de suite. Et j'ai commencé par faire du brain content. J'ai commencé par faire des petites vidéos en allant voir tous les grands carrefours d'audience pour essayer de driver de l'audience sur le site. Ce qui a été un peu compliqué. Au bout d'un moment, on m'a donné ma chance chez Yahoo. Et chez Yahoo, au bout de 3 mois, c'était le blog le plus lu de Yahoo. Donc j'ai commencé à avoir de l'audience. Ça a été un gros levé d'acquisition qui a vraiment cartonné, qui m'a fait avoir un bon trafic. On est à 200 000 visiteurs uniques déjà aujourd'hui par mois. Je suis devenu expert de la santé. Et ensuite, j'ai été confronté, comme tous les entrepreneurs, à la levée de fonds, à chercher des fonds. Donc, n'étant pas du sérail, ne connaissant pas beaucoup de gens, j'ai tourné, j'ai quelques amis qui m'ont aidé, qui m'ont fait rencontrer des gens. J'ai levé l'année dernière 750 000 € au mois d'août auprès de Nestadio Capital, Florent de Kersauzon.
Et 3T sont les premiers à m'avoir dit oui dès le départ. 3T, c'est un fonds sur le modèle des Américains. C'est un fonds qui est issu de l'Institut Télécom. Du coup, j'ai déplacé mon siège social à l'Institut Télécom où je vais créer un département R&D parce que c'est le grand sujet pour moi aujourd'hui. Parce qu'on a eu une avance, comme on est les premiers au monde à avoir fait ce qu'on a fait, à vraiment faire du sur-mesure, de la prise en charge totale de la personne. On veut vraiment se concentrer sur la recherche et le développement aujourd'hui, à la fois sur le data mining, sur le machine learning, et pouvoir vraiment devenir prédictif et faire des programmes intelligents. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec les outils de self-tracking. Quoi vous raconter en plus Allez, je te rejoins. C'est à moi de te poser des questions maintenant. On l'applaudit, c'était super bien. Bravo. Bravo. Alors justement, toi qui es passé du monde du sport intensif, intense, haut niveau, au monde de la start-up, qui est intense au niveau également, j'imagine, qu'est-ce que tu peux donner aujourd'hui comme conseil à ceux qui nous écoutent sur voilà, deux mondes que tu as essayé de relier ensemble? Un coureur cycliste professionnel, il a 3-4 jours de grâce dans l'année. Et je crois qu'un entrepreneur, 200 jours où il a la selle dans le trou du cul, où il souffre. Et ben un entrepreneur, c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est sur des patins à roulettes, mais on ne les attache pas, les patins à roulettes, on met des boîtes de chaussures dessus. On en a un ici, un là. Et dès qu'on a commencé à stabiliser un côté, c'est l'autre qui se met à bouger. Donc, je crois que la grosse qualité qu'il faut avoir, c'est de ne pas débander. C'est d'avoir tout le temps la niaque, ne pas se laisser abattre parce qu'on prend des mandales, parce qu'on est déstabilisé, parce que ça ne se passe pas comme on a prévu. C'est un peu Homère et l'Odyssée. On a prévu d'aller quelque part, c'est Ulysse, et puis on n'arrive jamais là où on attendait. Il faut être prêt à bouger son business model, à le réinventer. Parce que c'est dur, c'est dur. Moi, aujourd'hui, si je devais refaire le parcours, après avoir survolé plein de territoires, avoir été dans le sport, dans la musique, j'ai fait quand même pas mal de choses. C'est ce que j'ai fait de plus dur, de monter une société et de la rendre viable. Là, maintenant, je suis à l'équilibre. Je fais à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je suis monté dans une bagnole, j'ai appris à la conduire, en gros, quoi. Parce que moi, je n'ai pas fait d'école. C'est la détermination, la niaque, et surtout ne pas se laisser abattre, quoi. Et alors, quid de l'hygiène de vie dans ton parcours, de combattant au jour le jour? L'hygiène de vie, moi déjà, j'ai eu des gros problèmes de santé il y a quelques années. Ensuite, c'est ma femme qui a été très très malade. Et du coup, j'ai eu une conscience excessive de la nécessité de prendre soin de moi, parce que c'était vital. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est indispensable pour moi, parce que je me lève à 6 heures le matin, j'ai plein d'activités, je fais de la télé, je continue à faire plein de choses tout le temps, et c'est ce qui me permet de tenir. Et je crois que c'est vital parce que j'ai beaucoup de copains entrepreneurs qui prennent du poids, qui se sentent très mal, qui font des burn-out, qui sont déprimés, qui sont vraiment à la limite nerveusement. Oui, c'est un peu tabou le burn-out, mais il existe réellement. Ben oui, on est surcharge de travail. On est tous plus ou moins confrontés. Moi, cette année, au début de l'année, là, j'ai perdu mon frère. J'ai eu une période très très difficile. Et je me suis rendu compte que ce qui m'a sauvé, parce que pendant quelques semaines, je me suis vraiment laissé aller, j'ai picolé, j'ai bouffé pas bien. Et ce qui m'a permis de surmonter ça, c'est de me reprendre en main d'un point de vue alimentaire et de reprendre le sport sérieusement. Wow. Qui a des questions pour Erwan? Je suis sûre qu'il y a 15 mains qui vont se lever là. Ouais, ce serait gentil d'en poser une ou deux. Après ce que je viens de dire, je peux vous dire, je vais m'en souvenir. Hein. Désolé. Patrick, on va te donner un micro, regarde. Hop. Merci. Je voudrais juste que tu développes justement, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Quelles sont les qualités que tu as et que tu avais intrinsèquement en tant que sportif, ou que tu as développées en tant que sportif, qui te servent tous les jours dans ton nouveau rôle d'entrepreneur? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est de se faire confiance. C'est d'avoir de l'intuition. Et en course, il faut avoir de l'intuition, par exemple, pour sentir le bon coup, pour sentir la course qu'il faut préparer. La plus grande qualité, je pense, c'est la détermination. C'est pas parce qu'on fait le tour des VCs et qu'on se fait jeter comme un malpropre par certains qui nous regardent de haut. Faut être convaincu par ce qu'on fait, par son projet. Faut être prêt à vraiment avoir des blessures narcissiques, souvent, mais pour le coup, pas perdre cet esprit qui nous habite. Il faut garder la flamme. Et
L'autre truc que je peux dire qui est très très utile, qui me sert, c'est l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, c'est insuffler quelque chose au sein du groupe et leur montrer que chacune de ces parties est une pièce indispensable du groupe, qu'elle appartient à tout et qu'on va tous ensemble dans une direction. Voilà. Et comment on fait, pardon, je rajoute juste un petit bout de ton excellente question. Quand on a un coach, un entraîneur, comme ça a été le cas pour toi, j'imagine, pendant des années, et que là, tu te retrouves tout seul, comment tu vis cette absence de coaching au quotidien? D'abord, j'ai des coachs. Qui ça? D'abord, j'ai des potes à moi. Manu m'a déjà coaché, Guillaume Multrier m'a coaché. Ensuite, moi, j'ai été voir aussi un coach pour le management. D'ailleurs, je pense que ça, c'est une des qualités de l'athlète aussi, c'est de se dire, voilà, je peux pas tout apprendre tout seul, il va falloir que j'aille chercher des ressources ailleurs pour me bonifier, pour m'améliorer. Et puis, de toute façon, ce qu'on connaît dans le sport de haut niveau, c'est la solitude du coureur de fond. On est seul avec la douleur. En fait, c'est ce qui fait la beauté du sportif, c'est qu'on est confronté constamment à sa limite, on vit avec la souffrance, et ça nous donne une force qui nous permet de transcender des moments difficiles. Moi, les moments où j'étais complètement à la rue parce que je me disais, bon, je ne vais pas trouver l'argent, ma boîte va se casser la gueule. Enfin, on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre. On essaie de trouver des solutions. Il ne faut juste pas débander dans la tête. Je pense que ceux qui réussissent, c'est aussi ceux qui tiennent en gardant la flamme. Une autre question? Oui, donc moi je trouve très, très touchant ce témoignage. Et puis même le fait que tu perdes les pédales en plein dans la côte avant l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Mais en fait... je trouve quand même que tu insistes trop sur les aspects assez négatifs et durs de la souffrance, et on comprend que ça touche énormément, parce qu'en plus, tu as traversé des périodes difficiles. Mais je pense qu'il y a aussi des trucs positifs dans ce que tu as vécu, donc j'aurais aimé savoir les choses positives. Ouais, mais je te dis, parce qu'en l'écoutant de là, on voit beaucoup du coup les aspects difficiles. Ouais, mais c'est parce que je viens d'en chier un peu là, je crois. Je sais, mais justement, c'est une orientation de l'esprit. Je dis ça pour te relancer dans la partie positive dans la descente après l'ascension. Non, mais de toute et puis façon... aussi sur l'esprit d'équipe pour aller avec, parce que c'est pour moi un des points importants en tant que Business Angel. Moi, je regarde beaucoup les équipes. Tu as dit que c'était l'esprit d'équipe, mais tu as parlé aussi de souffrance solitaire. Je voudrais comprendre en quoi on peut, entre le sport et est-ce que tu as des associés aujourd'hui, et à quel moment le travail en équipe, à part les coachs extérieurs, mais qui ne sont pas vraiment tes associés, peuvent intervenir. Parce que c'est vrai que pour un investisseur, en tout cas pour moi, c'est très important de ne pas investir seulement sur une personne, mais aussi sur une équipe. D'abord, j'ai une associée qui est venue il y a 2 ans maintenant, qui m'aide beaucoup. En revanche, il y a toujours de la solitude parce que les équipes, elles n'ont pas à être perméables au stress, elles n'ont pas à ressentir les problèmes. On doit les épargner au maximum pour garder cet esprit, ce fighting spirit que j'essaye d'insuffler. Maintenant, quant au plaisir d'être entrepreneur, je ne vais pas vous cacher que moi je suis un compétiteur, donc j'ai envie de réussir les choses, j'ai envie de croissance. C'est ce qui m'anime et c'est jubilatoire quand on arrive à faire de la croissance, quand on arrive... Par exemple, depuis 3 ans, je n'ai pas arrêté de me gaufrer avec le search, avec l'AdWords. Mais à répétition, en ne trouvant pas ce bon levier, je sais que ça fait partie d'un écosystème, mais celui-là ne marchait pas avec moi. Donc j'en ai trouvé d'autres, j'ai trouvé plein d'autres solutions. Et en fait, j'ai créé un modèle avec mon brain content en faisant quand même du contenu, et ça a été un énorme levier de croissance. Et ça, c'est super jubilatoire. C'est jubilatoire quand on crée de l'emploi. C'est jubilatoire d'avoir, quand j'arrive le matin au bureau et que j'ai 8 salariés en CDI et qu'on est 12 au bureau, c'est génial, c'est le bonheur. Et puis on a aussi quelque chose, j'ai créé un business model qui fait du bien aux gens. Les gens qui suivent Fitnex, ils sont en bonne santé, ils sont bien dans leur peau. D'ailleurs, vous pouvez demander le CEO du Crédit Mutuel, Ronan le suit, vous verrez, il vous en parlera. Je pense que c'est un super ambassadeur. Voilà, oui, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on retient en général c'est les difficultés qu'on a traversées pour concrétiser les choses, mais c'est vraiment jubilatoire de parvenir à réaliser des trucs. Une autre question, Manuel Diaz. Yes. Moi, je voulais juste dire que j'ai eu la chance de te croiser dans ton parcours d'entrepreneur et j'ai vu à quel point le milieu des entrepreneurs était des fois un peu cruel et hermétique. Il fallait, comme tu disais, pousser les portes des fois un peu fort avec les épaules. Le milieu n'est pas toujours ultra accueillant quand on ne vient pas de cette industrie et quand on a fait d'autres choses avant, paradoxalement en fait, quoi. Et Erwan m'a dit un jour une phrase qui a été pour moi révélatrice, enfin qui a mis des mots sur quelque chose qui je pense peut aider plein de gens. Il m'a dit tu sais, quand tu as le sentiment d'aller vite et que tu ne fais pas d'efforts,
c'est que tu es en train de descendre en fait. Et j'ai trouvé ça très fort en fait, et je pense qu'elle mérite d'être partagée. Voilà. Merci. Une dernière question? Ouais, j'avais juste une toute dernière question. Tu as parlé tout à l'heure de Vous parlez tout près du Tu micro. parlais tout à l'heure de management, etc. Et nous, chez Evergeek, inconsciemment, on a des passionnés de musique qui sont venus et qu'on a recrutés, alors que c'était pas l'axe. Parce que toi, du coup, tu as des ayatollahs de l'hygiène corporelle, alimentaire. D'abord, j'ai plein d'ambitions, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et une de mes premières ambitions quand j'ai monté FitNext, c'était de faire venir des anciens coureurs cyclistes pro, parce qu'il y a énormément de casse après la carrière d'un sportif pro. Il y a beaucoup de mecs qui tombent dans la défonce, qui ont des boulots à la con, alors que c'est des mecs qui ont une niaque, qui ont une détermination, qui ont une capacité à se faire mal, qui ont aussi une abnégation. Et j'en ai embauché 2, qui sont en train de se révéler au sein de la boîte, qui ont fait du coaching, mais qui ont bossé aussi sur l'élaboration des programmes, qui ont carrément la fibre entrepreneur. Il y en a un qui a mis de l'argent dans la boîte, c'est Florent Brard, qui était champion de France Pro en 2006, et Nicolas Fritsch, qui avait fait 3e du Tour de Suisse en 2003, quand c'est Zoul qui avait gagné. Bref, c'est des grands coureurs, et en fait, quand ils étaient après leur carrière, ils étaient confrontés, comme plein d'autres, à devoir faire un boulot normal qu'ils ne savaient pas faire. Et je suis content, moi, de faire venir d'anciens pros avec moi, parce que ça a créé une émulation dans le groupe. Et puis, paradoxalement, moi, j'ai vraiment un truc de famille dans le groupe. On me dit souvent que c'est pas bien de considérer la boîte comme ma famille, mais ça nous apporte quelque chose en plus, j'ai l'impression. Eh ben, on applaudit très très fort Erwan, bravo. Merci. Erwan, tu es breton ou pas? Je suis sûre qu'il y en a qui se posent la question dans la salle. Est-ce qu'Erwan est breton? Juste, c'est pour ça que ça me tient particulièrement à cœur d'être ici. Mon père est né à Landelot, donc c'est là où débutait le festival des Vieilles Charrues, c'est à 10 km d'ici. Voilà, donc moi je suis un Brestois, un Brest même, quoi. Ben voilà. Un Européen.